Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec paiement en 3 ou 4 fois. Attention, offre exceptionnelle pour le mois de juillet, tarif à partir de 1090 €, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22 h au 09 78 80 13 39. Notez que le 1er janvier 2025, la région Guadeloupe récupérera une partie des 50 pas géométriques. Elle consulte donc en ce moment les communes pour qu'elles valident les zonages. Une délicate question pour les maires qui ne veulent pas nécessairement déloger les habitants. Ils entendent d'ailleurs obtenir des délais supplémentaires pour affiner ce dossier. Le reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec une partie des maires de l'association des maires pour leur expliquer dans quel cadre les communes sont consultées. Il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2025, le conseil régional doit récupérer des terrains qui appartiennent actuellement à l'État dans les espaces urbains de la zone des 50 pas. Et la loi prévoit justement 2 étapes pour ce transfert. La première étape, c'est de délimiter les espaces urbains. Et la deuxième, c'est de transférer les terrains au sein de ces espaces urbains. Donc là, les communes sont consultées sur la première étape, qui consiste à justement donner leur avis sur la cartographie qui a été établie par des acteurs publics, l'agence, le conservatoire du littoral, l'ADA, la DRFIP notamment, pour pouvoir savoir est-ce que c'est opportun, est-ce qu'ils valident ou pas le zonage qui a été proposé, comme les PLU en fait. Ce qui ressort aujourd'hui est que c'est une question qui demeure être toujours difficile. C'est une question effectivement de responsabilité. Toutefois, les maires présents préfèrent à ce que dans une concertation commune, nous adoptions une position responsable au profit de nos populations et en respectant aussi notre mission, c'est-à-dire administrer nos collectivités. Il appartenait donc au maire de porter des précisions, d'essayer d'en savoir un peu plus sur la manière dont les choses vont se dérouler, vont se passer. Cette passation justement entre l'agence des 50 pas géométriques, l'État et puis la région qui dorénavant va avoir la gestion de ces espaces-là. Donc il était important pour nous de trouver un espace qui est la réunion d'aujourd'hui pour pouvoir échanger. Et ensuite après, surtout dire que la temporalité n'est pas forcément celle que nous souhaitons. L'urgence ne peut pas nous permettre de prendre des décisions en tant que responsable de nos territoires, en tant que maire. Donc il est important qu'on puisse obtenir des délais supplémentaires de façon à mieux appréhender cette question importante. Nous, on ne pose pas de problème sur cette dimension technique, mais on est confronté, nous, on est en relation avec la population, on est en relation avec les gens qui habitent sur le littoral. On est là pour préserver le littoral, mais il y a aussi des gens qui habitent, il y a des habitudes, il y a des pratiques. Et donc cette décision-là mérite qu'on prenne du temps avec la population, qu'on prenne du temps avec nos habitants, nos administrés qui sont sur le terrain. Mais on voit bien, par exemple, quand on regarde comment a été transférée la question de la GEMAPI vers les agglos, on voit les difficultés aujourd'hui de l'agglo du Sud-Basset d'intervenir dans les rivières par rapport à sa capacité financière. Donc c'est des dossiers qui sont transférés dans les collectivités. Après, on a des difficultés pour gérer. Avant de transférer donc ce dossier-là à la région, d'avoir précisément les dossiers qui sont en cours et les dossiers aussi qui sont des dossiers conflictuels. Parce qu'il y a des administrés qui nous disent c'est notre terrain. Donc à un moment donné qu'il y ait un arbitrage et ne pas laisser le maire face à cet administré demain matin pour qu'on soit en conflit avec eux. Et on se rend maintenant à la Soufrière où la Dragesse opérait ce matin en contrôle des guides de montagne. Ces professionnels doivent être titulaires du diplôme d'État d'accompagnateur. Les agents ont aussi procédé à la vérification du matériel obligatoire comme la trousse de secours, les cordes, les sangles ou bien tout simplement des petits coupe-vents. Et à défaut de détenir tout cela, la gendarmerie peut mettre fin à toute randonnée et convoquer le guide marron. Le reportage d'Olivier Félix. Bonjour. Bonjour. Dragesse, service jeunesse et sport. On va contrôler votre accompagnateur. On essaye de mener ces opérations régulièrement sur le terrain. On essaye de le faire également avec d'autres services. Donc là, ce matin, on était avec la gendarmerie de Saint-Claude, la caserne de Saint-Claude, le parc national de la Guadeloupe
Et l'idée, effectivement, c'est d'être régulièrement sur le terrain pour contrôler les groupes de randonnée pédestre. Je suis content parce que il faut pouvoir encadrer les clients en sécurité, quel que soit le site, la Soufrière principalement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de monde. Il en va de l'image de marque de la Guadeloupe. Effectivement, on a beaucoup de guides, entre guillemets, marrons. On a des problèmes, voilà, comme par exemple aujourd'hui, on arrive, on est parti, il faisait beau et le temps change. Donc ça, ce sont des critères à prendre en compte quand on prépare sa randonnée. Et quand on est professionnel, quand on est formé, eh bien, on peut pallier à ça. Ça arrive fréquemment ici, effectivement, il y a des personnes qui organisent des randonnées pédestres, qui se font payer pour des sorties. Et donc on essaye effectivement de les rencontrer sur le terrain et leur faire prendre conscience que c'est interdit. Le fait qu'il y ait les services de la gendarmerie, on peut avoir une verbalisation en direct, donc une amende financière. Et ensuite, nous, au niveau jeunesse et sport, on peut interdire directement la randonnée, mettre fin à la randonnée sur place et convoquer la personne concernée dans nos locaux pour fermer l'activité. On a un matériel obligatoire, la trousse de secours, la corde, les sangles. On a aussi de l'eau en plus pour les clients, on a des coupe-vents en plus parce qu'on ne sait jamais, il fait souvent très froid là-haut, même si les gens sont équipés, qu'on leur a demandé de venir équiper, mais voilà. Donc on a tout un petit attirail de petits matériels qu'on porte avec nous et pour pallier aux inconvénients de la randonnée. C'est un diplôme d'État délivré par le ministère chargé des Sports et c'est le diplôme d'État d'accompagnateur moyenne montagne, le DE-AMM1. On est présent sur différents sites de la Guadeloupe, sur la Grande Terre également, sur les dépendances aussi, sur la randonnée. On est ici plus présent sur la Soufrière de par le caractère spécifique de la Soufrière et du fait qu'il y ait beaucoup de groupes qui montent ici faire des randonnées. On le met en place très régulièrement au cours de l'année. L'idée que ce ne soit pas juste une opération one-shot, un coup de poing une fois dans l'année, mais très régulièrement le faire avec les services de la gendarmerie, le parc et d'autres services éventuellement. Et en parlant de forêt, nous recevons monsieur Patrick Mangot, président de l'association des métiers du bois. Bonsoir monsieur Mangot. Bonsoir Rod, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors les 14, 15 et 16 avril prochains, vous organisez la fête du bois, un gros événement qui est très attendu chaque année par les amateurs mais aussi par ceux qui découvrent les magnifiques choses que vous créez ici en Guadeloupe. Avant d'en venir à cette opération, j'aimerais quand même qu'on parle de la filière, on en parle depuis plusieurs années. On sait qu'il y a du bois qui est planté, beaucoup de bois a été planté il y a plus de 70 ans, je crois bien, par nos aînés, notamment du bon bois rouge, le mahogany. On parlait, je crois, un peu avant la période Covid, de donner des autorisations justement aux exploitants pour qu'ils puissent récupérer ce bois et l'utiliser. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la filière avance? Elle se met en place? Comment ça se passe, monsieur Mangot? Actuellement, la filière a des difficultés quand même à récupérer ce bois. Il faut savoir que nous avons plus de 1500 hectares de mahogany qui est en train de pourrir. La majorité est en train de pourrir parce qu'ils ont déjà plus de 70 ans. Et c'est pour cette raison que nous organisons cette manifestation. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le récupérer? C'est l'accès qui est problématique? Qu'est-ce qui se passe? Géographiquement, c'est pas si évident parce qu'effectivement, l'ONF vous dit, on peut mettre à disposition ce bois, mais il ne faut pas abîmer la forêt, il faut les sélectionner. Donc, on est obligé d'en enlever avec des câblements de manière traditionnelle. Donc, nous sommes au fait avec ça, effectivement. Ils sont plutôt intéressés à ce que nous travaillions avec eux, nous, l'association des métiers du bois. Donc, il nous faut une organisation. Pouvoir extraire ce bois de la forêt, mettre en place une unité de production. Ce serait dommage quand même de perdre Il n'est pas question que nous allons le perdre. Depuis tantôt, c'est nous qui avons le savoir-faire au niveau de l'extraction de ce bois. Donc cette manifestation permettra qu'on puisse rencontrer les acteurs qui nous permettent de relancer carrément le développement de la filière, qui nous permettra bien sûr de créer une économie circulaire endogène. Donc au programme, des villages autour du bois, forcément des conférences, débats. Des conférences, débats, mais surtout nous allons travailler sur la transmission et aussi mettre en place des formations, mais des formations de transmission, pas des formations qu'on a l'habitude de faire de voie de garage, des formations de transmission. Pourquoi? Parce que nous avons pu nous rendre compte que nous avons une vingtaine d'artisans qui vont fermer les ateliers parce qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés.
Et aujourd'hui, ils sont d'accord le fait qu'on puisse les former, être des formateurs pour faire former les jeunes. Et nous, au sein de cette association, nous tenons à avoir la maîtrise de la transformation, de pouvoir transformer et aller jusqu'à faire la distribution de ce savoir et de nos bois. Donc, axé sur la transmission, je pense que c'est un petit peu urgent, puisqu'effectivement, tous nos maîtres, entre guillemets, sont assez âgés. On a eu beaucoup de problèmes au niveau de la passation, mais les jeunes s'attendent à des débouchés. Est-ce que vous arrivez à vendre cette filière-là, à la rendre plus attirante pour les nouvelles générations ? Mais il faut voir l'engouement qu'il y a autour de ce métier du bois, parce que même moi, qui suis dedans depuis 87, bon, ce que je ne pensais jamais voir, j'ai des jeunes qui viennent me voir aujourd'hui, qui me disent qu'ils n'ont même pas besoin d'être payés, ils ont envie d'apprendre, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un véritable débouché, parce que c'est quand même 15 métiers autour de cette filière. Donc, ces jeunes voient... Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des métiers proposés par la filière ? Ben, nous avons les ébénistes, nous avons des charpentiers, nous avons des bûcherons, nous avons des élagueurs, ben, nous avons 15 métiers qui sont vraiment autour de cette filière. Donc il y a de quoi faire. Après, la grande question, est-ce que ça rapporte ? Est-ce que ça paie bien ? Ça paie. Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est plus de 60 000 mètres cubes de bois importés que nous consommons. C'est plus de 90 millions d'euros. Et nos artisans, eux, ils en produisent que même pas 200 mètres cubes. Donc il y a un marché à prendre. Donc il y a une grosse marge de progression. Voilà, tout à fait. Et un marché de presque 100 millions quand même, ça ferait du bien quand même au pays. Non, c'est pour ça que nous sommes en train de réorganiser la filière. Mais concrètement, notre forêt vaut combien ? Celle qui a été plantée, puisque vous parlez quand même de 1700 hectares. Est-ce qu'on a même déjà estimé ce que ça pourrait rapporter ? Je pense que certains l'ont déjà fait, peut-être pas ici en Guadeloupe, mais je pense qu'effectivement, certains l'ont déjà fait, parce que j'ai participé à un colloque il y a de ça plus d'un mois et demi avec les 3 cercles. Cellule économique régionale de la construction, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ne sont pas venus pour rien. Nous avons les plus grands importateurs de bois qui étaient présents. Donc, ce n'est pas pour rien que ce colloque a eu lieu. Ils parlent vraiment du bois que nous avons dans nos forêts. Donc, tout le monde veut l'exploiter. On entend les gens chuchoter à propos de ça. Voilà. Donc, nous sommes en mesure de le faire. Et c'est pour cette raison que l'association des métiers du bois, le 14, 15, 16 avril, invite toute la population de la Guadeloupe à venir à Pointe-Noire pendant ces 3 jours, passer leur week-end à Pointe-Noire, découvrir cette ville, cette merveilleuse ville qui est Pointe-Noire, où vous allez découvrir le savoir-faire du bois. Il faut savoir que nous avons 2 villages. Un village qui représente le savoir-faire et un village artisanal où on va retrouver tous les produits agro-transformés qu'on fait sur le territoire. Donc vous mettez aussi Pointe-Noire, il y a le bois qui est mis en avant, mais il y a aussi Pointe-Noire. Oui, mais c'est surtout Pointe-Noire. Venez découvrir Pointe-Noire et que toute la population vienne découvrir tout le savoir-faire du territoire, mais pas que le territoire du Pointe-Noire, c'est tout le savoir-faire de la Guadeloupe. Très bien. Alors, sur les villages, donc, il y aura des artisans qui vont exposer. Bien évidemment, tout sera en bois, 100% bois plein. Oui, mais on va beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, nous travaillons aussi avec des designers. Parce que nous avons une tranche de la population qui n'aime pas vraiment le bois verni. D'accord ? C'est que nos parents aimaient beaucoup le bois rouge. Voilà. Verni, qui brille au loin. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, c'est pas que nos parents qui aiment ça. Les Asiatiques adorent ce genre de meubles, justement, bois rouge, verni et tout. On m'avait même dit qu'il y avait un gros marché par rapport aux Chinois qui adoraient le travail de nos ébénistes, de nos sculpteurs ici, qui faisaient un travail remarquable. Oui, et surtout, ils ont des essences qu'ils aiment bien, telles que le bois de rose. Ça, c'est une essence qui est prisée à travers le monde. Mais c'est surtout le mahogany. Il faut savoir que nous avons le mahogany petite feuille, mahogany grande feuille, et nous avons même le mahogany hybride. Donc, ce bois peut permettre d'agencer les bateaux, les intérieurs de maisons. C'est du bois de luxe que nous proposons. C'est du bois de luxe de qualité, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'il se perde. Le mahogany, une fois travaillé, il représente 50 000 € le mètre cube. D'accord ? Est-ce que vous entendez ? J'espère que les jeunes écoutent bien et que les parents vont passer le message à leurs enfants.
Vous nous avez dit combien? 50 000 euros le mètre cube. Un mètre cube de mahogany vaut 50 000 euros. Ça donne envie effectivement de se retrousser les manches et de monter au niveau de la soufrière pour aller en récupérer un petit peu. Je pense que je vais m'y mettre. En tout cas, le rendez-vous est donc donné. Ce sera 14, 15, 16 avril sur la place Cheikh Anta Diop à Pointe-Noire. Tout le monde est invité? Toute la Guadeloupe. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un bungalow design à gagner. Vous faites carrément gagner un bungalow. Un bungalow design, d'accord? Et ça, c'est juste pour une tombola de 5 euros. Ce bungalow sera affiché et il y a quelqu'un dans le public qui partira avec ce bungalow. Très bien. D'accord? Nous, on ira le monter pour lui sur son terrain. D'une valeur de combien le bungalow à peu près? Il vaut 37 000 euros. Hein. Ah, maman! Ah, quand même. Okay. Ah, quand même. Ça, c'est du gros cadeau. Donc, à gagner, effectivement, pendant cette fête du bois, un bungalow d'une valeur quand même de 37 000 euros qui sera monté par les soins de nos artisans. Un dernier mot, Monsieur Mango? Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas. Mais bientôt, ce sera que tous les 2 ans. Donc, il faut être à Pointe-Noire ce week-end. On aura des plateaux d'artistes, on aura tout ce qu'il faut. Il y a des hébergements, vous avez la plage. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Je vous dis simplement à ce week-end. Ce sera tout simplement la fête du côté de Pointe-Noire avec notre bois à l'honneur et aussi nos artisans qui effectuent un travail remarquable dans le domaine. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Mango. Merci à vous. Et afin de renouer les jeunes avec effectivement la politique, la ville de Morne-à-l'Eau organisait une journée citoyenne et sur l'insertion. Tout juste majeurs, ils ont maintenant le droit de vote et ont reçu leur carte électorale de manière solennelle. Mais voter, c'est une chose, mais il faut aussi penser à son avenir. Ils ont donc participé au village de l'insertion. Regardez. C'est une cérémonie de remise des cartes électorales s'agissant des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, hein, c'est l'âge de la majorité. Le fait qu'ils soient là ce matin, le fait qu'ils soient aussi attentifs, j'estime que c'est un pas en avant qu'on a franchi aujourd'hui et je me réjouis qu'autant de jeunes mornaliens soient aujourd'hui majeurs, qui puissent voter demain à leur guise, comme ils le veulent, hein, comme ils le veulent. Aucune pression, rien du tout, aucune orientation. Je trouve ça très intéressant de nous faire venir, de prendre le temps de nous expliquer, de nous raconter un petit peu l'histoire de la France, de nos droits, etc. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne initiative. Et nous avons récupéré nos cartes électorales. Alors c'est une grande responsabilité pour nous, parce que ça signifie que nous sommes des citoyens, donc nous avons le droit de voter. Et donc nous allons jouir de ces privilèges que nous avons. Nous venons d'inviter ces jeunes à aller dans ce village de la formation où il y a beaucoup d'associations qui sont là sous la place Archimède afin de les orienter, afin de les informer, qu'ils puissent aussi penser à leur avenir, choisir un cap, avoir un métier, aller se former. La nouvelle équipe en place depuis les dernières élections a mis en place, si tu veux, la direction de la formation et de l'insertion. Et on fait quand même, on s'appuie sur la jeunesse de Morne-à-l'Eau, hein, parce que quand même c'est bien de s'occuper des autres, mais s'occuper de soi-même et de ses enfants, c'est quand même une priorité essentielle. Donc nous assurons des formations depuis l'année dernière et ça se passe très bien. On a des résultats, formation par exemple en guide touristique avec anglais appuyé, accueil, loisirs, formation liée aussi au tourisme avec à la clé permis bateau. Ça s'est déjà bien passé. Je pense qu'il y aura une deuxième session qui sera organisée au courant de l'année, au début de l'année prochaine. Je mise beaucoup sur la formation des jeunes pour bâtir le pays Guadeloupe, parce que d'ici 2050, nous pourrions être le département le plus pauvre de France. Donc faisons en sorte que nos jeunes restent, faisons en sorte que quand ils partent, qu'ils reviennent et qu'ils s'approprient de leur pays. Pour ma part, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je pense que je vais prendre mon temps de bien regarder, de prendre des informations, de poser des questions, etc. pour justement savoir ce que je pourrais faire par l'avenir et qui sait, peut-être être le futur président de la République. Un reportage signé Solène Fèvre. Et les services de la municipalité, eux, se rendent dans les quartiers excentrés de la ville. Ils partent à la rencontre de la population, puisque au niveau mobilité, parfois c'est compliqué. Le reportage. C'est une opération qu'on a surnommée la ville
au cœur du quartier. Donc l'idée, elle est simple. Donc c'est pouvoir déplacer certains services supports de la ville au cœur des quartiers éloignés, excentrés de Gourbert, Palmis, Grande-Savane, Champfleury et j'en passe, l'ensemble du territoire, dans l'idée de se dire qu'il est parfois intéressant de venir à la rencontre de la population. Nous sommes situés au bourg de Gourbert, mais que nous avons des administrés qui habitent au Palmis, dans les hauteurs, Palmis, Goumondolé, etc., qui n'ont pas les moyens de locomotion, ils ont du mal à accéder aux droits. Donc nous leur aidons en venant sur place de leur démarche administrative et aussi faciliter, ne serait-ce que pour les personnes qui ont des problèmes de retraite ou des difficultés, donc on peut les accompagner. C'est important d'être présent sur tous les quartiers et être plus proche de la population. Alors c'est vrai qu'on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, mais on peut faire de l'information et de l'accompagnement aussi auprès de l'entourage pour qu'ils puissent transmettre les informations et qu'on soit bien évidemment plus ancré sur le territoire. C'est une grande première qu'il faut renouveler dans les différents quartiers de Gourbert, un peu comme France Service qui se rapproche des quartiers de Gourbert, et on est, je vous le disais, dans cette démocratie participative, mais aussi, comme la commune, c'est son essence même, la proximité, c'est cet rapprochement avec la population de Gourbert. Des images signées Maxime Morel. Et pendant ce temps, les ATSEM de la ville de Gourbert, eux, participaient à une initiation à la sophrologie à Goyave. Ils ont appris à bien respirer, notamment. Regardez. Cette journée, c'est vraiment l'occasion pour les ATSEM de pouvoir se centrer sur elles-mêmes, puisqu'elles exercent un métier qui n'est vraiment pas évident, puisque rester en classe avec des enfants toute la journée, elles ont besoin un peu de détente, mais aussi de se former sur tout ce qui est la communication non violente, sur l'estime de soi, sur la relaxation, etc. Cette journée était très apaisante parce que ça a été la surprise pour nous du fait que nous sommes des ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, et notre maire prend soin de ses agents. Donc on est venu en détente pour pouvoir récolter un maximum d'informations concernant la conscience sereine et la communication non violente. Nous sommes dans un cadre, effectivement, qui n'est pas forcément un cadre de formation, mais c'est quand même un cadre qui rentre dans cette optique, puisque grâce à ce lieu, eh bien, elles sont plus apaisées et elles peuvent vraiment emmagasiner et enregistrer ce qu'elles vont apprendre. En tout cas, là, elles ont une séance de sophrologie beaucoup plus facilement et vraiment dans la détente. C'était surtout donc une journée d'initiation à la sophrologie, donc c'était dans le but de permettre aux agents de pouvoir se libérer un petit peu des tensions, du stress, et bien entendu lorsqu'on pratique la sophrologie, on apprend déjà à bien respirer. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin déjà. Ça apaise. J'ai même bâillé, j'avais envie de dormir tellement l'exercice nous a apaisés et détendus. Et on se rend maintenant au parc Hyacinthe Bastaro à Moudong-Bémao qui était pris d'assaut par les petits chasseurs de Pâques. Nous sommes à la période de Pâques. C'est les vacances de Pâques. Et chaque année, nous organisons toujours pour les enfants la manifestation, la chasse aux œufs de bec. C'est une manifestation dédiée pour les enfants entre 3 et 12 ans. Et ils y prennent toujours plaisir à cette manifestation chaque année. Maman, ta casquette, chérie. Tu peux pas tenir le panier, les œufs, en même temps casquette. Ok. Mon panier est encore vide, vous en avez au moins 70 à me donner. 70 œufs pour les tout petits. J'aime beaucoup participer avec mon enfant à des activités ludiques, récréatives. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir venir ici, surtout que c'est un parc qu'on apprécie beaucoup. Et donc, pouvoir passer un moment convivial, chaleureux, surtout en cette période de Pâques. Et voilà, donc c'est ce qui nous a amené à venir ici aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.